Bonjour et bienvenue sur le podcast La quête de l'équilibre, le podcast qui tend à harmoniser notre vision de la vie et à faire naître notre paix intérieure. Aujourd'hui, nous allons découvrir les 7 types de solitude. Je m'appelle Nathalie, je suis astrologue et autrice et j'ai créé ce podcast afin de vous partager des réflexions et des observations que j'ai pu faire sur divers sujets de la vie, tout en faisant le lien avec mes connaissances astrologiques. Ce qui me fascine le plus dans ce langage astral, c'est la compréhension du potentiel de l'individu. Démystifier l'astrologie en la mettant en corrélation avec des situations qui arrivent à chacun d'entre nous est à mon sens la meilleure manière de rendre ce langage accessible au plus grand nombre. Bien évidemment, je vais continuer à faire des podcasts portés uniquement sur les transits planétaires et les phases lunaires, mais je trouve intéressant d'incorporer d'autres sujets, car si l'astrologie est un outil merveilleux pour la compréhension de soi et des autres, c'est uniquement lorsqu'elle sort de son contexte purement théorique, afin d'être observée dans la vie de tous les jours, qu'elle devient vraiment utile. Sur ce, je vous souhaite une belle écoute et n'hésitez pas à partager ce podcast. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast sur le thème de la solitude. Alors, pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, comme c'est dit en introduction, je fais de l'astrologie, mais j'ai pas envie de parler que de cela, parce que à force d'analyser des thèmes et de solutionner, enfin en tout cas d'aider des personnes à solutionner leurs choix par rapport à l'orientation professionnelle notamment, mais aussi sur plein d'autres domaines de vie, eh bien, je trouve que c'est aussi intéressant d'aborder des thèmes comme ça, sans les relier forcément au thème astral, aux planètes, etc., mais tout simplement à leur définition, car souvent on utilise des termes et on a tendance à oublier leur définition même. Donc je dis pas ça particulièrement pour la solitude, mais je répète souvent en ce moment d'ailleurs que quand on parle d'autorité, on a tendance à associer l'autorité à quelque chose de négatif, de strict, de difficile, de pas drôle, etc. Donc l'autorité, c'est juste être respecté aussi. Donc on peut être autoritaire et être tout à fait une personne sociable, etc. Et pourtant, quand vous entendez le mot autorité, vous n'avez pas l'impression que la personne en question est sociable. Enfin bref, c'était une petite parenthèse, mais aujourd'hui on va parler de la notion de solitude, parce que je trouve que depuis tout ce qui s'est passé avec le confinement, avec le Covid, etc., c'est quelque chose qui est présent. Et je me demande en réalité si ça n'a pas toujours été présent, sauf qu'on n'avait pas l'opportunité, si je puis dire, de la regarder en face. Alors, c'est une question ouverte que je me pose comme ça, j'affirme rien, mais je trouve que c'est intéressant d'en parler. Donc, la solitude, qu'est-ce que c'est ? Quand on regarde la définition, on voit que c'est un état ponctuel ou durable, plus ou moins choisi ou subi, cette petite phrase est très importante à mon sens, d'un individu qui n'est engagé dans aucun rapport avec autrui. Donc, dans cette définition, on comprend que la solitude est un état d'isolement, quelque part, par rapport aux autres. Par contre, en psychologie sociale, on dit que la solitude, c'est aussi un sentiment. C'est-à-dire que c'est le fait de se sentir seul et d'en souffrir. C'est automatiquement associé à une souffrance, dans sa définition même, si je puis dire. Donc c'est parce que c'est décrit comme une souffrance sociale et comme un mécanisme psychologique qui alerte un individu d'un isolement non désiré et le motivant à chercher une connexion sociale. Donc à partir de là, on peut se poser plusieurs questions. Déjà, est-ce que chaque solitude est subie ? Parce qu'il y en a bien évidemment qui sont subis, mais il y en a qui sont aussi choisis. Et est-ce que c'est toujours décrit comme une souffrance ? Donc pour bien comprendre ça, je trouve qu'il est quand même assez intéressant parfois. Alors c'est quelque chose que je fais parfois, je sais pas si tout le monde fait ça ou si ça m'est spécifique, mais il y a forcément d'autres gens qui le font aussi, mais des fois je me dis, si par exemple il y avait des extraterrestres qui venaient, ou alors qui nous étudient déjà de là où ils sont, comment il jugerait notre race. C'est-à-dire que, par exemple, quand on regarde un reportage, je sais pas moi, sur les orques, eh bien, on apprend que les orques vivent en communauté, que c'est une femelle qui gère le groupe, etc., qu'ils ont une espérance de vie d'à peu près 90 ans en liberté, etc. Donc, nous, on nous verrait comment ? Et je pense que l'homme, c'est une espèce qui vit
en groupe depuis la nuit des temps. Donc je pense que le sentiment de solitude et le fait de se poser des questions sur ce sujet, c'est quelque chose de récent. Parce que, à la base, la question ne se posait pas. Si aujourd'hui on a le temps, si je puis dire, de se poser ces questions-là, c'est parce qu'on a acquis un niveau de technologie qui nous permet de vivre dans des sociétés, alors je parle pour la France, surtout pour l'Occident, on est dans des sociétés où on a des contrats de travail, où on travaille 40 heures, 45 heures maximum par semaine. Alors après, bien sûr, ça dépend des métiers, mais je veux dire, on a quand même du temps pour nous, on a des vacances, donc on a le temps de lire des livres qui nous plaisent, on a le temps de réfléchir à la vie, etc. Et je trouve que c'est quelque chose qui a encore plus émergé lorsque justement il y a eu le confinement, parce qu'on s'est tous retrouvés chez nous, et pour s'occuper, on a fait quoi? On est allé sur Internet, et sur Internet, on a découvert du nouveau contenu. Il y a des gens qui ont lancé des comptes, dont je fais partie d'ailleurs, et tout ça, ça nous a amené à réfléchir sur notre situation, sur l'avenir, le sens que l'on cherche à donner à notre vie, parce qu'il y a plein de gens qui ont eu le sentiment de ne pas être dans un métier, par exemple, qui leur correspondait, etc. Et donc toutes ces réflexions nous ont amené aussi à parler de sujets ces dernières années. On voit quand même qu'on parle de plus en plus de sujets reliés à la vie intérieure. Donc reliés, si on devrait faire le parallèle en astrologie, reliés à tout ce qui est yin. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, alors je dis pas que c'est totalement démocratisé, après je dis pas qu'il faut absolument que ce le soit, mais en tout cas aujourd'hui c'est comme ça. On voit qu'il y a beaucoup de comptes sur l'anxiété, sur la déprime, sur le fait d'être mal dans sa tête, d'en parler, de pas toujours renvoyer une image ultra positive, etc. Donc il y a des choses qui se mettent en place par rapport à cela. Et du coup, il faut quand même constater que si on a la possibilité de réfléchir sur tout ça, c'est parce qu'on a le temps. Et si on prend l'homme, par exemple, au début de son existence, il n'avait pas le temps. Enfin, son temps était consacré à essayer de survivre, etc. Il y a encore quelques siècles, la classe populaire, c'était la classe pauvre. Eux, ils avaient pas le temps. La classe dont on aurait tous fait partie, enfin, il y avait qu'une élite qui pouvait se permettre de réfléchir et qui avait même accès à l'instruction. C'est quand même quelque chose de récent, si on prend toute l'histoire de l'homme, que la majorité des gens, même pauvres dans un pays, aient accès à l'instruction. Déjà, je crois même qu'en France, il y a encore 8% de personnes illettrées, et c'est quand même énorme. Donc bref, tout ça pour dire que aujourd'hui, on a la possibilité, et c'est une chance, je trouve, de réfléchir sur tous ces types de sujets. Et donc, la solitude, c'est quelque chose qui revient souvent. On entend beaucoup de personnes dire qu'elles se sentent seules, et on va voir quels sont les types de solitude. Et pour présenter ces types de solitude, je vais me référer à Kanika Safan. C'est une sexologue canadienne qui a écrit un article justement sur les 7 types de solitude. Avant de vous les présenter, j'aimerais d'abord préciser un point, c'est-à-dire qu'il y a 3 grandes lignes, si je puis dire, dans la solitude. En premier, il y a la solitude face à l'idée de perdre ses relations avec les autres. Ensuite, on a la solitude liée à la perte de soi, le moi social, le moi matériel ou le moi spirituel. Donc ça, c'est quelque chose qui a été mis en avant par William James, qui était un psychologue et philosophe américain. Et ensuite, on a aussi la solitude liée à la toxicomanie, au traumatisme et aux autres problèmes de santé mentale. Alors, cette 3e partie, on va pas l'aborder dans le podcast parce que c'est quelque chose qui est trop complexe à présenter et ou même à définir. Je rappelle que je suis pas du tout psychologue. C'est juste qu'à force d'analyser le potentiel des gens et de communiquer aussi avec plein de personnes sur des problématiques qu'elles cherchent à solutionner, bien j'ai constaté que la solitude revenait beaucoup et j'avais envie d'en parler. Donc, pour reprendre l'article de Kanika Safan, elle parle de Gretchen Rubin, qui est une auteure américaine, qui a écrit plusieurs livres justement sur le bonheur et qui a catégorisé la solitude en plusieurs catégories, en expliquant que justement, l'expérience de la solitude, qui est une expérience que l'on a tous vécue, est nuancée et n'est pas toujours justement reliée à quelque chose qui empêche d'évoluer. Donc, la première solitude, elle l'a appelée nouvelle situation. Donc, c'est une solitude qui est reliée à un changement dans votre vie où vous vous retrouvez dans un environnement où vous ne connaissez personne. On peut penser notamment à un déménagement dans une nouvelle ville. On peut penser aux étudiants qui quittent leur ville pour aller dans une autre ville pour faire leurs études, par exemple. Et à titre personnel,
j'ai vécu 1 an à Miami pour apprendre l'anglais, et quand je suis arrivée, effectivement, je ne connaissais personne. Donc c'est quelque chose que j'ai vécu, c'est une solitude que j'ai déjà vécue. Et le point commun de tous les exemples que je viens de citer, ce sont quand même des exemples où la démarche que l'on effectue, c'est pour quelque chose de positif, à savoir apprendre quelque chose, faire ses études. Pour certaines personnes, ça peut être trouver un nouveau travail, etc. On peut penser aussi aux personnes qui font des PVT et qui partent à l'étranger pendant 1 an, 2 ans, même dans l'optique de s'y installer. Ça reste des choix personnels et qui ont un but d'évolution. Au final. On ne parle pas ici des personnes, par exemple, qui se retrouvent dans un nouvel environnement parce qu'elles fuient la guerre, etc. Là, c'est encore un autre cas de figure. Donc cette solitude, elle n'est pas vraiment, si je puis dire, subie. Elle est subie par rapport à l'idée que l'on se retrouve seul dans un endroit où on ne connaît personne, mais on va aussi vers les autres, et ce n'est pas une solitude qui découle d'un choix que nous n'avons pas fait. Bien évidemment. Donc là, déjà, dans cet exemple, on comprend que la solitude n'est pas toujours imposée. Parfois, on se l'impose soi-même pour évoluer. Ensuite, le deuxième point, c'est la solitude parce que je suis différent ou différente. Donc, c'est-à-dire que là, à l'inverse du premier exemple, on est physiquement à un endroit qui nous est familier, mais on se sent différent. Par exemple, une personne qui est croyante, qui se retrouve dans un environnement qu'elle connaît très bien, mais entourée de personnes qui sont athées, eh bien, elle peut se sentir seule. Physiquement, elle ne l'est pas. Il y a des personnes autour d'elle, mais par rapport à son approche de la vie, à sa vision de la vie. Alors, j'ai donné l'exemple de la religion, mais ça peut être complètement autre chose. Ça peut être une personne scientifique entourée de personnes qui sont plutôt littéraires. Il y a l'idée de se sentir un peu seul par rapport à nos centres d'intérêt ou par rapport à notre vision de la vie. Ensuite, en troisième point, elle met je n'ai pas d'amoureux, je n'ai pas d'amoureuse. Donc c'est la solitude sentimentale. C'est-à-dire que même si notre famille, nos amis sont présents, la volonté de créer une relation spéciale, particulière avec quelqu'un, crée de la solitude. Surtout si on est entouré de personnes qui ont la chance d'avoir cette relation autour de soi. Donc c'est vrai que elle dit que c'est une solitude qui l'attire particulièrement parce qu'elle a constaté que très souvent, les gens avaient honte d'avouer cette solitude. Parce que c'est un peu, si je puis dire, rejeter les autres. Si vous avez des amis qui sont présents pour vous et que vous sentez une forme de solitude sur le plan sentimental et que vous dites « oui, mais j'ai pas ça, je me sens seule », les gens en face, alors si c'est vos vrais amis, ils le feront pas. Mais on peut se dire que les gens en face vont mal le prendre en se disant « bah oui, mais t'es seul, mais nous on est là, t'inquiète pas ». D'ailleurs, c'est souvent quelque chose que l'on entend. Nous on est là, nous on est là. Mais quand on est dans cette forme de solitude, je dis ça parce que je l'ai déjà vécu, eh bien c'est quelque chose qui au final ne peut être compris que par la personne qui l'éprouve. Et c'est vrai qu'il y a une certaine forme de honte généralement à l'exprimer, alors qu'il n'y a absolument aucune honte à la ressentir. Alors ensuite, elle a notifié une solitude, ça m'a surprise, mais en même temps, je la comprends tellement, donc je ne sais pas si ça va concerner tout le monde, mais c'est une solitude qui est liée au fait de ne pas avoir un animal avec soi. Et elle explique qu'il y a vraiment plusieurs personnes qui ressentent vraiment un grand besoin de se connecter avec les animaux et qui ressentent vraiment un enrichissement de leur vie par la présence de cette relation. Et c'est une relation qu'elle explique être inaccessible par une relation entre deux humains. C'est quelque chose d'assez inexplicable et il y a des personnes, et je pense que j'en fais très sincèrement partie parce que depuis que j'ai perdu Etna, j'attends juste maintenant d'avoir un chiot. Alors pas depuis que je l'ai perdu parce que j'ai eu une période de deuil où je voulais absolument pas entendre parler d'animal, mais j'avoue que c'est un besoin et c'est quelque chose qui non seulement me fait ressentir de la solitude parce que chez moi j'ai plus cette responsabilité par rapport à mon animal et sa présence, parce que Etna elle était avec moi depuis 13 ans quand même, donc c'est une sacrée présence, et ça peut même faire écho à la solitude numéro 2, je suis différente, parce que j'ai des personnes justement autour de moi qui ne comprennent pas comment on peut créer un lien comme ça avec un animal. Alors après, je me sens pas vraiment seule sur ce plan parce que j'ai aussi beaucoup d'amis qui adorent les animaux et qui en ont, mais c'est vrai que par exemple, pour reprendre cet exemple sur la différence, eh bien être une personne très sensible à la relation qu'on peut avoir avec l'animal au milieu de personnes que ça n'intéresse pas, mais très souvent, d'ailleurs je tiens à préciser que les personnes que ça n'intéresse pas, c'est souvent qu'elles ne connaissent pas
la relation qu'on peut avoir avec un animal, eh bien, on peut se sentir seul, effectivement. Donc j'ai trouvé ça un peu surprenant, mais très intéressant que cette solitude soit notifiée. Ensuite, pour la 5e, elle l'a appelée « Ils n'ont pas le temps pour moi ». Donc c'est-à-dire que parfois, on est entouré de gens qui sont amicaux, sans être des amis intimes. Alors je tiens à préciser quand même une chose, c'est que Gretchen Rubin, elle est américaine. Et je trouve, pour avoir vécu plus d'1 an aux États-Unis, que les Américains ont une relation très différente de la nôtre à l'amitié. C'est-à-dire que aux États-Unis, vous allez arriver, vous ne connaissez personne, vous allez rapidement être dans une ambiance friendly. C'est-à-dire que vous allez en soirée, les gens vont vous parler comme s'ils vous connaissent depuis la maternelle. Vous allez même au restaurant, parce que j'ai été plusieurs fois dans un restaurant où c'est des grandes tablées, où on mange donc avec des gens qu'on ne connaît pas. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui est moins faisable, si je puis dire, en France, parce qu'on est beaucoup plus dans l'intimité, etc. Moi, si je vais au restaurant avec mon copain, j'ai pas envie d'être à une table avec d'autres personnes qui vont nous raconter leur vie, en fait. Tandis qu'aux États-Unis, au Canada, c'est une autre mentalité. Justement, il y a l'envie de partager, etc. Mais par contre, après, c'est chacun chez soi. J'ai vécu 1 an à Miami, j'ai eu plein de potes, et je me suis faite une seule amie. Et ça a été très difficile, en fait. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fini par rentrer, parce qu'à la base, je voulais rester, mais je trouvais trop complexe l'idée de se créer des relations d'amitié solides. Donc, quand elle exprime cette partie numéro 5, la solitude, ils n'ont pas le temps pour moi, je pense que c'est surtout quelque chose d'américain, en fait, de nord-américain, on va dire. Mais bon, je vous l'explique quand même. Et donc, dans ce type, de solitude, elle exprime le besoin que l'on peut avoir de créer au final de nouvelles relations. Et ces relations sont soit trop occupées par leur vie, soit ils ont déjà beaucoup d'amis, soit ils travaillent beaucoup, etc. Donc c'est très difficile. Et elle explique que une étude de l'université du Kansas a démontré qu'il fallait vraiment plus de 200 heures pour passer du stade de connaissance à amis proches. Et 200 heures, c'est 4 heures par semaine pendant 1 an. Donc c'est quelque chose d'énorme. Aujourd'hui, si on rencontre quelqu'un et qu'on passe 4 heures par semaine avec elle pendant 1 an, clairement, ça ne peut être qu'une collègue de travail. Parce qu'une nouvelle rencontre aujourd'hui, à part, pour le partenaire de vie bien évidemment, mais une nouvelle rencontre amicale, aujourd'hui c'est impossible, en tout cas avec le travail, pour certaines personnes avec les enfants, etc., de passer 4 heures par semaine pendant 1 an avec une personne, que ce soit en physique ou au téléphone, c'est pas possible. Ensuite, elle parle de la solitude qui n'est pas reliée au fait de ne pas avoir d'amis, mais de ne pas retrouver la confiance que l'on aimerait dans les personnes qui nous entourent. Donc ça, c'est quelque chose d'assez particulier, et je pense que c'est quelque chose de relié à une forme d'évolution. C'est-à-dire que quand on évolue, que l'on veut certaines choses dans la vie, que l'on arrête de vouloir d'autres choses, etc., eh bien parfois on est dans une situation où on commence à douter des intentions et de la bienveillance des personnes qui sont censées être nos amis. Alors parfois, c'est à tort, mais très souvent c'est quand même à raison, et un élément fondamental de l'amitié, c'est justement la capacité de se confier et de faire confiance. Donc quand cet élément il commence à être manquant, le socle de base de la relation amicale, il est en train de s'effondrer. Et donc du coup, on peut se sentir seul et en même temps apprécier passer du temps avec ces personnes parce qu'on passe toujours des bons moments, on rigole, c'est fun, ça nous change les idées, mais au fond la relation, elle est plus aussi solide qu'avant. Alors en tout cas dans l'esprit de la personne qui ressent ça, parce que c'est pas dit que les personnes en face pensent pareil, mais ça a pu peut-être vous arriver par exemple de continuer à fréquenter une personne parce que oui, sur l'instant présent, ça fait du bien, on rigole, etc. Mais au fond il y a de la solitude qui se crée. Et le 7e type de solitude, c'est la solitude par rapport à la présence silencieuse. Et elle explique en gros qu'il y a des personnes qui se sentent seules parce qu'elles désirent la présence silencieuse d'une autre personne. Donc là, on n'est pas dans une solitude, si je puis dire, sociale, parce que généralement, il y a un cercle social actif au travail, peut-être même parfois beaucoup d'amis, pourquoi pas une grande famille, mais dans le foyer, il y a le besoin d'avoir quelqu'un à la maison sans forcément que ce soit relié à la solitude numéro 3 qui était la solitude amoureuse. Là, on n'est pas forcément dans une relation amoureuse. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, par exemple, ne voudront pas quitter le foyer de leurs parents
pour aller vivre seul. Il y a des personnes qui préfèrent être en colocation que être seules, sans forcément avoir des grandes discussions avec les autres habitants du foyer tous les jours, mais parce qu'il y a un besoin de ressentir la présence de quelqu'un. Et ça se dissocie bien évidemment du type de solitude numéro 4 qui était relié aux animaux, parce que là on parle vraiment d'une présence silencieuse, humaine. Donc voilà, je trouvais important de mettre en lumière ces 7 types de solitude, parce que pour comprendre la notion de solitude, il faut savoir effectivement de quoi l'on parle, et c'est pas pareil de se sentir seul face à une nouvelle situation que seul parce qu'on n'a pas d'amis dignes de confiance, ou que seul par rapport au besoin d'avoir un animal. Ce sont des choses qui sont vraiment différentes, mais je pense que le premier point commun, c'est que chaque solitude est difficilement comprise par les gens qui ne la vivent pas. Donc c'est pour ça que si vous avez autour de vous une personne qui vous dit qu'elle se sent seule parce qu'elle a perdu son lapin, alors il y a des personnes qui pourraient trouver ça super stupide, mais au fond c'est le ressenti de la personne et c'est tout à fait respectable. Tout comme une personne qui peut vraiment avoir besoin d'être en couple, de se sentir aimée surtout par quelqu'un et qui ne remplit pas ce besoin-là, eh bien c'est pas parce qu'elle a une tonne d'amis que les amis lui disent « mais on est là pour toi » que ça change quelque chose, parce que c'est quelque chose de très personnel. Donc n'hésitez pas à partager en commentaire votre avis sur les types de solitude si vous en avez déjà expérimenté, et si ce sujet vous plaît, eh bien la prochaine fois je ferai un podcast, pourquoi pas, pour associer ces types de solitude aux signes astrologiques, parce que j'y ai fait direct une allusion dans mon esprit d'astrologue, et puis pourquoi pas aussi pour faire un autre podcast sur les exemples, les solutions que l'on peut apporter pour pallier justement à ce sentiment de solitude. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur YouTube ou à noter ce podcast sur Apple Podcast, et je vous dis à très vite. Au revoir.